Salut! Alors aujourd'hui, nous allons continuer la série sur la transformée de Linkwitz. On va passer à l'épisode numéro 2, sur laquelle on va étudier un peu un outil que je vais utiliser à profusion pour les épisodes suivants. C'est l'utilisation des quadripoles en électronique. C'est une utilisation particulière pour cet exercice-là. Je vais un petit peu présenter les fondamentaux des quadripoles et on va les utiliser dans le cas d'exemples simples qui vont être après, dans l'épisode suivant, adaptés à la vraie transformée de Linkwitz et différentes topologies. Alors là, on rentre dans l'électronique plus conventionnelle. Les quadripoles ne sont pas toujours très appréciés des étudiants parce que c'est un truc qui peut être rébarbatif, mais c'est un outil extrêmement puissant. Et nous verrons que c'est un outil qui peut être en fait quelque chose qui nous permet de simplifier énormément les calculs et la manière de voir les choses. Alors, on va passer au tableau. On va faire un peu de bidouillage avec des quadripoles. Et c'est parti pour ce deuxième épisode. Alors, les quadripoles. Les quadripoles, c'est une spécialisation d'un modèle beaucoup plus général qu'on rencontre assez rarement, qui est le problème à n ports. Alors, le terme quadripole, lui, est un terme impropre. C'est en fait, ça représente des systèmes à deux ports. Un port étant simplement un couple d'entrées qui peut servir à la fois d'entrée et de sortie, qui sont définis par deux grandeurs, le courant et la tension à ces bornes. Au cas général, on peut parler de n-port. N-port, c'est quoi? C'est une boîte noire avec à chaque fois des entrées, un certain nombre d'entrées et un système à l'intérieur. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ici, j'en ai fait à 5. Il y a 5 ports. 5 ports, c'est des entrées, des sorties. Simplement, ils sont ensemble. Et dedans, il y a un courant qui rentre et il y a une tension à ces bornes. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. D'une manière générale, ici, je suis dans un cas à 5 ports. Lorsqu'on a un cas général à n ports, en fait, ces grandeurs sont liées par, ici, une matrice de n sur n. Simplement, on peut écrire, par exemple, alors il y a des tonnes de combinaisons, toutes les combinaisons possibles entre U et I, et si je prends par exemple toutes les tensions U1, U2, U3 jusqu'à UN, c'est lié par une matrice de n sur n, les courants. I1, I2, I3, jusqu'à IN. Ça, c'est le cas général. Dit autrement, ça veut dire que U1 égale, si je mets A11, A12, A13, A21, A22, A31, etc. U1, ce sera A11, I1 plus A12, I2 plus A13, I3 jusqu'à A1N, IN. C'est-à-dire qu'une tension est une combinaison linéaire de tous les courants. Alors ça, c'est le cas à n ports. Mais bon, on manipule quasiment jamais ça, parce que on préfère simplifier les systèmes et passer à la brique la plus élémentaire possible, qui est le deux ports, ce qu'on appelle un quadripôle. Le quadripôle, c'est une boîte noire avec deux entrées-sorties. Entrée-sortie, il n'y a pas de différence. On ne considère pas qu'il y a un côté entrée et l'autre côté sortie. On suppose que dans le cas général, ils peuvent être bidirectionnels, etc. Simplement, on a une tension d'entrée U1, un courant d'entrée I1, une tension de... Enfin, je me suis fait avoir. Une tension U1 d'entrée-sortie, une tension U2 d'entrée-sortie de l'autre côté, un courant I2, et voilà. Et donc 4 fils, mais c'est en fait considéré comme deux ports. Ce sont deux ports. Il n'y a pas ici de lien en haut et en bas. C'est pour ça que le terme quadripôle est impropre, parce qu'on pourrait considérer qu'on pourrait rentrer sur ces deux fils-là, ici, d'avoir une tension U ici, etc. Non, c'est un mélange de deux ports d'entrée-sortie de chaque côté. Et c'est défini tout simplement par une matrice de 2. On se retrouve avec deux courants et deux tensions. Et on se retrouve avec donc un certain nombre de combinaisons possibles. Dans le cas du quadripôle, on se retrouve avec 3 couples de matrices possibles. Dans chaque couple, il y a une matrice et son inverse, si on retourne l'expression. Alors,
les trois possibilités habituelles de ça, c'est celle qui relie les tensions au courant. Ici, on les note Z11, Z12, Z21 et Z22. Pourquoi c'est Z ici? Parce que c'est une matrice d'impédance. Parce que U égale ZI. C'est tout. Parce qu'on relie une tension avec des constantes qui sont des impédances. La deuxième possibilité, ce sont ici, par exemple, la tension et le courant. Ils sont liés ici avec une tension et un courant. Okay. Ici, c'est une matrice. Ici, dans ce cas, ce sera une matrice de transmission. T11, T12, T21, T22. Et il reste une troisième possibilité qui est U1, I2 égale quelque chose ici, I1, U2, qui est en fait le produit croisé de ça. Et ici, on se retrouve avec une matrice qu'on dit hybride. Ici, ce sont les paramètres H11, H12, H21, H22. Avec ça, il existe aussi les réciproques, ici qui reliera I1, I2, avec la matrice inverse de ça, qu'on note ici, des matrices admittance. Et pareil pour ici, on retourne ça, on se retrouve ici avec une matrice en petit t, et ici une matrice G qui sont en fait les inverses de ça. Simplement le retournement de la situation. Donc on a 6 cas. Alors le problème avec les quadripôles, c'est qu'on se retrouve avec une grande flopée de combinaisons et on a vite fait d'être complètement perdu dans toutes ces combinaisons. C'est pour ça qu'en général, on n'aime pas trop manipuler les quadripôles. Les étudiants détestent ça. En université, ça donne toujours des cauchemars parce qu'on se retrouve avec des listes et des listes de calculs en tous les sens et ça devient rapidement inextricable. Ok, donc ici, je présente ça parce que c'est un outil qu'on va beaucoup utiliser lorsqu'on va étudier la transformée de Linquist. C'est un outil extrêmement pratique parce qu'il permet de simplifier les expressions et de se mettre dans un cas général dans lequel on peut appliquer toutes sortes de combinaisons et se retrouver avec des calculs qui sont simplifiés et systématiques. Alors, c'est ce que j'ai introduit ici. Donc, ce sont toutes les matrices possibles. Impédance, transmittance, hybride. Et admittance, ici c'est cascade et ici c'est hybride inverse. Enfin bon, ce sont des matrices qui sont utilisées selon le contexte. Et important de savoir que le contexte va nous faire choisir quelle chose on va utiliser. Ça et ça, on va les utiliser dans notre cas de figure lorsqu'on va utiliser des ampli-op et utiliser des impédances complexes pour faire des fonctions de transfert. Ça, on va les utiliser quand on va avoir des appareils qu'on va enchaîner les uns aux autres. Ça, on va les utiliser lorsqu'on utilise des transistors, des schémas transistors, etc. On se retrouve avec ces paramètres-là. Par exemple, le H21, on le retrouve souvent, c'est le bêta du transistor, lorsqu'on met un transistor sous la forme d'un quadripôle en paramètres hybrides. Ce sont des choses qu'on retrouve dans d'autres situations, mais simplement le contexte demande d'utiliser telle ou telle combinaison parce que c'est celle qui est la plus simple. Sachant que de toute façon, il y a des formules de passage de l'une à l'autre. Il y a des grandes tables de transformation où on donne les 6 possibilités d'un côté et 6 possibilités de l'autre, et comment calculer par exemple Z22 en fonction des paramètres H. On peut toujours passer d'une matrice à l'autre parce que ce n'est qu'une combinaison d'expressions. Ok. Alors, ici, tout seul, ça n'a aucun intérêt. C'est juste un formalisme comme ça. Mais, en fait, les quadripôles ont des propriétés beaucoup plus intéressantes quand on veut les manipuler dans la réalité. Alors, un quadripôle, c'est un système avec 2 entrées-sorties. Tout seul, ça ne sert à rien. En général, même toujours, on se retrouve avec plein de quadripôles dans un montage qui sont branchés les uns aux autres. Alors, selon la manière dont ils sont branchés, on va utiliser une matrice ou une autre. Il existe 3 combinaisons principales, qui est la combinaison série. Alors la combinaison série, c'est celle-là. Ce sont 2 quadripôles
qui sont reliés entre eux comme ça. On rentre ici et on sort là, par exemple, ou on rentre ici et on sort là. Ils sont en série au niveau de leur broche. À ne pas confondre avec la cascade que je verrai après. Alors, quand on travaille en série comme ça, on va utiliser la matrice d'impédance. Pourquoi? Parce que le quadripôle équivalent à ça a une matrice d'impédance qui sera la somme des deux matrices. Si celui-là a une matrice d'impédance Z1 et l'autre Z2, le quadripôle équivalent est la somme des deux matrices. C'est pour ça que dans ce cas de figure, on va utiliser la matrice d'impédance. Si on travaille avec des quadripôles en parallèle, alors quadripôle en parallèle, simplement, les deux entrées sont ensemble, comme ça, et les deux sorties sont ensemble. Comme ça. Alors ici, on va se retrouver avec un quadripôle, mais ici ce sera la matrice des admittances qui sera utilisée. Si ici elle est définie par Y1, ici par Y2. La matrice admittance de ce truc-là sera la somme de matrices admittance de ça. Donc, quand on se retrouve avec des montages parallèles, on se retrouvera à utiliser les admittances comme outil de travail. Alors, une confusion souvent qui est faite, ce sont les quadripôles qui sont enchaînés, ce qu'on appelle en cascade. Alors ici, on n'utilise ni l'une ni l'autre, on utilise c'est la matrice transmittance qui est utilisée et qui est additionnée, qui sont multipliées les unes aux autres. Elles ne sont pas additionnées. Elles sont multipliées les unes aux autres avec un ordre bien défini. Et dans ce cas de figure particulier, en fait, elles sont définies sous la forme, non pas, comme je l'ai écrit avant, U1, I1, I2, U2. Ce ne sera pas défini comme ça, ce sera défini avec un signe moins. Okay. Simplement parce que ici, le courant, la convention fait que les courants rentrent. Mais ici, on se retrouve avec deux courants rentrants, on se retrouve avec un signe moins qui va venir interférer. Alors on préfère mettre un signe moins dans la définition, ce qui permet de les enchaîner, d'avoir des courants sortants. C'est juste une question de convention. C'est une question de convention. On pourrait très bien ne pas le mettre, et dans ce cas, on se retrouve à faire attention au signe des courants qui rentrent et qui sortent. Alors ça, c'est le problème. Hein. Ok. Alors ça, on l'utilise quand on veut chaîner des quadripôles entre eux. Okay. Mais bon, nous, c'est plutôt rarement utilisé. Après, les matrices hybrides, elles sont utilisées lorsqu'on utilise des semi-conducteurs, des transistors, des choses comme ça, et quand on fait des schémas complets, des schémas équivalents de semi-conducteurs, on utilise les paramètres hybrides. C'est ce qui définissent en plus les paramètres physiques du transistor. Hein, par exemple. Ok, donc ici, on se retrouve avec ces trois combinaisons. La cascade qui ne doit pas être confondue avec le série. Hein. La cascade, c'est l'opération qui est faite sur la matrice, c'est un produit matriciel. Ce n'est pas une addition de matrices. C'est fait sur les matrices de transmission. Okay. Bon. Alors, une curiosité dans les quadripôles, c'est lorsqu'on veut mettre, par exemple, un amplificateur opérationnel sur la forme d'un quadripôle. Si je prends un amplificateur opérationnel, donc nu comme ça, on se retrouve avec quoi? On se retrouve, donc si je prends mes notations habituelles du quadripôle, okay, donc ici je vais avoir, mettons une masse quelconque, on s'en fout. Les notations habituelles sont toujours comme ça. Hein. Ça, c'est une convention. Par convention, on utilise les deux courants rentrants. C'est une convention. On choisit ce qu'on veut, mais il faut toujours la conserver. Le problème de ça, avec un amplificateur opérationnel idéal, c'est qu'ici, on a toujours 0 et il n'y a pas de courant qui rentre. Quoi qu'il se passe en sortie. Et s'il y a la moindre chose ici, on a une sortie qui part dans tous les sens. Alors ici, on a vraiment quelque chose qui est une sorte de singularité. C'est-à-dire que là, on a forcément une impédance infinie, un courant nul et une tension nulle. Et là, on se retrouve avec un quadripôle singulier qui est
qui n'est pas utilisable tout seul. Il est forcément associé avec des choses autour. Alors, il a été créé on va dire des monopoles de base, des monopoles singuliers qui sont en fait une entrée, sortie ou un autre port. En fait, un monopole, c'est un port tout seul, qui sont le nulateur et en français le norateur. Le nulateur, c'est ce truc-là. Le nulateur, c'est quelque chose qui n'a pas de courant qui rentre, ni de tension à ses bornes. C'est le cas d'une entrée d'un ampli-up. Le norateur, c'est une source, alors ça peut être de courant de tension, ça n'a aucune importance, qui fournit un courant et une tension, mais qui est toujours piloté avec un gain infini. C'est-à-dire que ici, dans le cas de l'ampli-up, ce truc-là est piloté par cette chose-là. Cette chose-là valant nul, valant 0, et qui est, vu que la sortie fournit un courant et une tension, il faut qu'il y ait un gain infini. Et on se retrouve avec un produit d'infini par un 0 qui donne une valeur donnée. Alors c'est vraiment un truc très singulier. Ce sont des choses qui ne sont jamais utilisées toutes seules. Dans le cas de l'ampli-up, il est toujours utilisé avec un réseau de contre-réaction, quelque chose comme ça. C'est vraiment des outils, on va dire des entités mathématiques qui, dès qu'elles rentrent dans un schéma, mettent plus des contraintes et sont toujours associées à ce qui est autour. Bon, c'est une curiosité, pour aller chercher sur le net tout ce qui est lié au nulleur, qui est la combinaison d'un nulateur et d'un norateur, le nulleur étant la combinaison des deux, ici. Un ampli-up est un nulleur, ou un nullor en anglais. C'est une entité vraiment spéciale. Alors, on ne l'utilise jamais seul, il y a toujours une contre-réaction autour qui permet de lever une ambiguïté qui reste. L'ampli-up parfait est un objet singulier. Il a une tension nulle, mais il a une sortie qui n'est pas nulle a priori lorsqu'il est associé à quelque chose. Si on met un réseau de contre-réaction, quel que soit ce réseau de contre-réaction, on aura de toute façon toujours 0 en tension entre les deux. Toujours, quelle que soit la tension de sortie. Il y a quelque chose d'indéterminé dans l'ampli-up parfait lorsqu'il est tout seul. Et il est repéré en tant que tel dans des quadripôles spécifiques, qui ont vraiment des propriétés très particulières. Alors, je n'ai ici le nulleur, qui est vraiment une curiosité, mais qui est indispensable si on veut considérer de manière purement mathématique des quadripôles qui sont reliés ensemble, dont certains qui sont comme l'ampli-up idéal, quelque chose qui est singulier. Ok, donc là j'ai vraiment survolé le monde des quadripôles. Ça peut être extrêmement compliqué, c'est extrêmement matheux, c'est extrêmement verbeux, c'est des tonnes de combinaisons et des tonnes de trucs, mais en fait c'est très simple à utiliser pour peu qu'on fasse un peu attention. Alors, le problème c'est, quand on a un quadripôle, c'est comment évaluer ses coefficients. Le but du truc, c'est de s'astreindre de tout ce qu'il y a dedans et le caractériser par 4 constantes. C'est le but du quadripôle. 4 constantes dans le cas du composant passif, mais ça peut être des valeurs qui dépendent l'une de l'autre, dans le cas de composants actifs, comme des transistors. Le générateur de courant de sortie d'un transistor bipolaire dépend de ce qu'il y a en entrée. Donc ils sont interdépendants, ils ne sont pas forcément constants, mais ce sont des quantités qui définissent complètement le système. Alors, on va prendre un exemple. Pour éviter de faire trop simple, on va prendre l'exemple du cas. On verra pourquoi je le choisis comme ça. On va par exemple utiliser le cas des admittances. L'électronicien n'aime pas trop travailler avec des courants et n'aime pas trop travailler avec des admittances. On n'aime pas trop les schémas qui contiennent des générateurs de courant, on n'aime pas trop les schémas qui utilisent des courants, des admittances, des choses comme ça. C'est parce que c'est pas très intuitif. Le problème du générateur de courant, c'est quelque chose de bizarre. Le problème de l'admittance, c'est que on n'a pas l'habitude. Donc on va utiliser ça parce que ça va nous être très très utile. Alors, quand on a un quadripôle comme ça, alors j'utilise toujours cette notation-là. Et ici, I2, I2. Comment fait-on pour calculer ces coefficients-là? Je vais réécrire ça sous la forme des équations d'origine. Ça fait y11 U1 plus y12
U2. Et I2, c'est Y1, 1, U1, plus Y2, 1, U1, plus Y2, 2, U2. Si je veux calculer Y1, 1, comment je dois faire? J'ai un montage, je veux évaluer ces choses. Mais si je veux calculer Y1, 1, je mets une tension U1, ici, et ce serait bien, c'est d'annuler la tension U2, comme ça j'ai directement I1 et je calcule. Alors comment j'annule U2? Ben, je mets un court-circuit. Donc, si je veux calculer Y1, 1, je court-circuite la sortie, je mets une tension d'entrée, je mesure le courant, et hop, j'ai Y1, 1. Okay? Si je veux calculer Y1, 2, comment je fais? Ben, connaissant Y1, 1, soit je peux le réévaluer directement, ou si je veux calculer ça, ben, je fais le contraire. Je mets une tension U2, je court-circuite l'entrée, donc j'ai ça. Je mesure le courant qui va circuler ici, I1, qui va circuler là, et là, je me retrouve avec Y1, 2. Okay, je mets U2, je calcule le courant I1, enfin je mesure le courant I1 ici, et j'ai le Y1, 2. Et après, je fais dans l'autre sens pour les autres. Alors, ici, quand on travaille avec des admittances, souvent, on travaille toujours avec des courants, pas avec des tensions. Quand on travaille avec des impédances, c'est souvent des tensions. Quand on travaille avec des courants, c'est souvent des courants. Quand on travaille avec des admittances, c'est souvent des courants. Ici, c'est ce qui va se passer. Quand on veut calculer les paramètres, on met une tension d'un côté, mais on court-circuite de l'autre et on mesure les courants. Et c'est comme ça qu'on trouve tous les coefficients ici. Donc, en fait, on annule toujours un terme et puis on calcule l'autre et on le mesure. Donc, ça, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne lorsqu'on veut mesurer et calculer les matrices. Alors, que ce soit en impédance, en tout ce qu'on veut, c'est comme ça que ça se passe. On essaie d'en annuler un et mesurer l'autre. C'est pas toujours facile, mais c'est la méthode la plus simple pour le faire. Alors, on va revenir un peu à notre notion de transformée de ligne cuite. Notre transformée de ligne cuite, c'est quoi? C'est simplement, on va annuler, enfin disons compenser un dénominateur d'une fonction de transfert par un numérateur équivalent et remettre un nouveau dénominateur, ce qui permet d'obtenir une autre fonction de transfert du deuxième ordre pour avoir celle qu'on veut. Donc on se retrouve avec un genre de fonction de transfert qui est si on revient dans l'espace des fréquences complexes, en P, on se retrouve avec quelque chose à faire du style, je vais le mettre sous la forme AP2 plus BP plus C sur A'P2 plus BP plus C'. On veut obtenir quelque chose dans ce genre-là. Alors on se dit, mais comment je pourrais obtenir quelque chose comme ça? Ben, quelque part, on se dit, il y a un montage qui ressemble beaucoup à ça, qui fait quelque chose d'analogue. C'est le montage inverseur. Le montage inverseur, c'est c'est le montage le plus simple. Ici, V1, j'ai R1, R2, VS, et la fonction de transfert, VS sur VE, c'est moins R2 sur R1. Alors, peut-être que si je mettais un truc là, une boîte noire ici qui a une fonction de transfert donnée, et une boîte noire ici qui a une autre fonction de transfert là, on se retrouverait peut-être avec un rapport de deux fonctions de transfert. Et là, ce serait pas mal de voir si je ne peux pas utiliser ce style d'architecture en généralisant ça et ça à quelque chose de plus compliqué, pour voir si je ne peux pas obtenir quelque chose sous cette forme-là, parce que c'est quelque chose sous cette forme-là que je veux. C'est une fraction de deux choses équivalentes. Comme elles sont équivalentes, ici et là, on risque d'avoir deux objets de la même topologie, avec des valeurs différentes, mais qui, lorsqu'ils vont s'assembler, risqueraient de tomber sur quelque chose comme ça. Alors, on généraliserait donc ça, non pas à des résistances, mais à deux quadripôles. Si je mets deux quadripôles, qu'est-ce qui va se passer? Alors ici, c'est un quadripôle, mais en fait, c'est un tripôle parce que deux entrées sont à la masse. En général, c'est plutôt comme ça que ça se passe. C'est pas le cas général, mais en général, on utilise des tripôles parce que les deux
entrée-sortie d'en bas sont ensemble, sont reliés ensemble. Donc ici, j'aurai une structure avec deux quadripôles. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais ma question c'est, bon, comment ce montage se comporte, sachant qu'ici, j'ai deux quadripôles. Est-ce qu'on ne pourrait pas relier VS sur VE, à une fonction des paramètres des deux quadripoles ici, et qui ressemblerait à quelque chose qu'on voudrait. Alors, on a de la chance parce que ça, c'est quelque chose qui est très facile à calculer, dans le cas général. Comment on calcule ça? Ben, ici, en observant le montage, on voit c'est quoi? Les bornes de l'ampli-op sont, l'ampli-op il fait tout pour que les tensions à ces bornes soient égales au niveau des entrées. Il s'arrange pour mettre en sortie de telle sorte qu'il relie toujours ces deux bornes-là ensemble. Comme celle-là est à la masse, celle-là est considérée comme une masse virtuelle et on se retrouve toujours à 0 volts ici. Et on voit que là, le quadripôle ici a une sortie qui est court-circuitée et ici, ce quadripôle-là a une sortie qui est court-circuitée aussi. Et comme je l'ai vu tout à l'heure sur la matrice admittance, j'ai dit, tiens, pour évaluer les paramètres, on court-circuite une sortie pour vraiment calculer un paramètre. On se dit, là, comme c'est un système qui fonctionne en courant, c'est-à-dire que ici, il y a un courant qui passe ici et un autre courant qui passe là, et l'ampli-op fait toujours de telle sorte que ces deux courants soient égaux. Donc il va faire varier la tension en sortie, de telle sorte que les courants vont se compenser pour ici avoir 0. Il n'y a aucun courant qui rentre là-dedans. Donc le courant d'entrée et le courant issu de la sortie vont toujours se compenser. Donc comme c'est des courants qui circulent, et qu'en plus ici on se retrouve avec des sorties qui sont à des masses virtuelles, on se dit ça sent plutôt quelque chose qui est orienté matrice admittance, plutôt que impédance. Hein? Alors, on va essayer de voir, en posant quelques égalités là-dessus, ce qu'on peut en tirer. Je vais refaire le dessin pour que ce soit un peu plus clair. Donc, on va avoir un quadripôle d'entrée qui attaque l'ampli-op, et lui, il y aura un quadripôle de contre-réaction qui va en sortie. Voilà, donc ça c'est le schéma qui rentre. Pour moi ça va être VE, ça va être ici VS. Alors, mes notations ici, alors que je reprenne bien mes notations que je vais garder tout le long. Ça je vais l'appeler D, on verra pourquoi. Ça je vais l'appeler N, on verra pourquoi aussi. Ici, ça va être I1D, et ici I2D. Orienté toujours correctement. Là, ici, je considère que ça c'est I1N et I2N. Alors, je considère dans notre cas de figure qu'on rentre en 1 et on sort en 2. Ici, on rentre en 1, on sort en 2. On voit bien qu'on se retrouve dans ce sens-là. Alors, c'est une pure convention que je choisis. Je pourrais très bien l'utiliser dans l'autre sens, mais c'est juste pour une question de symétrie. On voit bien que ça, ce sont deux sorties dans notre topologie là. Et ici, ce sont deux entrées. Ça, c'est les notations que je vais utiliser. Alors, si j'écris quelques égalités là-dessus, ici j'ai 0. Hein, parce que l'ampli va faire toujours de telle sorte que c'est 0, et on est dans le cas où l'ampli fonctionne dans sa zone linéaire. Okay, ici, j'ai 0. Donc forcément, ces deux courants-là, selon mes conventions, sont opposés. Donc j'ai toujours I2D égale moins I2N. Ça, c'est l'égalité des courants. Okay, ensuite, ici, je vais avoir, pour ce quadripôle-là, je vais avoir, puis je travaille en admittance, I1, I2, I2, donc ça va être du D, égale, alors ça va être Y1, 1D, Y1, 2D, Y2, 1D, Y2, 2D, les tensions.
C'est quoi les tensions? Ici, c'est la tension d'entrée. Bon, c'est mon VE. Et ici, c'est la tension de sortie. Ah, c'est 0. Ouf. Ici, on va voir exactement la même chose avec ce quadripôle-là. Donc, si je regarde ici, si je fais les calculs directement, moi, I1D, je ne sais pas grand-chose dessus, mais je sais que I2D, lui, il est opposé à I2N. Bon, on va prendre le I2D là. Le I2D, ça va être ça fois ça, plus ça fois ça. Donc, ici, je vais avoir un I2D égale Y21 D VE plus 0, plus Y22, 0. De l'autre côté, ici, je vais avoir I de N égale Y21N VS. Hein, ça va être ça. Ok, donc ça, alors, ici, je sais que ces deux-là sont opposés. Ok, donc je me retrouve avec quoi? Je me retrouve Y21D VE égale moins Y21N VS. Et VS sur VE va me donner Y21D sur Y21N avec un signe moins. Alors ça, c'est un résultat extrêmement simple. C'est-à-dire que la fonction de transfert de ce système-là se réduit au rapport d'un seul coefficient de chaque matrice ici. Et le reste, on s'en tape. Donc, si ici, on met des systèmes dont on réussit à évaluer ce coefficient-là, le Y21, et on a complètement défini l'inverseur, le système à amplificateur inverseur, avec la fonction de transfert des deux quadripôles. Donc quelque chose qui pourrait être, à l'impression d'être assez compliqué, est en fait extrêmement simple. Alors, j'aurais pu utiliser les matrices d'impédance. Alors, je serais tombé sur quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et en fait, en retournant les expressions, je serais retombé là-dessus. Mais je serais retombé sur cette fonction, non pas Y21, mais une combinaison de Z qui serait l'équivalent Y21, mais en Z. Alors, le rapport entre ça et la matrice en Z, c'est que l'une est l'inverse de l'autre. Et en fait, ici, je n'aurais pas Y21, mais j'aurais le coefficient de la matrice en Z ici en fonction des paramètres de la matrice d'en face. Mais ici, bon, je suis allé directement pour gagner du temps dans la matrice des admittances, on obtient un résultat extrêmement simple. Okay, donc, ça, c'est un résultat qui est extrêmement important et qu'on va utiliser, mais à tout bout de champ. C'est-à-dire, ici, le VS sur VE, c'est moins Y21D sur Y21N. Voilà. Donc, et ça, quel que soit le contenu de ces polynômes, de ces quadripôles, quel que soit le contenu de ces quadripôles, si j'arrive à évaluer ces deux coefficients-là, je peux complètement définir ce montage. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, on va prendre un exemple très simple pour vérifier ce résultat. Prenons le quadripôle qui contient juste une résistance. Celui-là. Je vais appeler R. Ok? Comment je calcule le Y21 de ça? Comment je calcule ça? Alors ben, le Y21, si je prends V1, I1, I2, V2. Si je réécris encore le système, I1 c'est Y11 V1 plus Y12 V2 et I2 égale Y21 V1 plus Y22 V2. Je vais calculer ça. Y21 c'est I2 sur U1 quand V2 vaut 0. Comment je fais V2 à 0? Je court-circuite, je mets ça à la masse. Et j'ai Y21, c'est I2 sur U1.
I2 sur U1. Ici, dans le cas de la résistance, I1 et I2 sont identiques mais opposés. I1 vaut moins I2. Et Y de 1, c'est selon la loi d'Ohm, U égale RI, où en fonction de l'admittance, se retrouve à Y de 1, c'est moins 1 sur R. Voilà. C'est comme ça qu'en général, qu'on calcule ce coefficient Y de 1, on court-circuite la sortie et on calcule le rapport du courant de sortie sur le courant d'entrée. Voilà. C'est une manière qui fonctionne toujours pour calculer ce coefficient-là. Maintenant, si je remplace ici j'ai dit que j'ai R1, ici j'ai R2. Je remplace là-dedans, là-bas. R1 c'est sur D, donc VS sur VE. Il y a un signe moins au début. Y de 1 de D, ça va être moins 1 sur R1. Et Y de 1 de N, ça va être moins 1 sur R2. Qui fait moins R2 sur R1. Qui est la fonction de transfert dans le cas où on met des résistances. Donc ça, c'est vraiment le cas simple. On retrouve le truc habituel. Ça, bon, celui-là, c'est vraiment le cas facile. Alors maintenant, on va pour l'expérimentation, on va faire un cas plus compliqué. Alors, quel est le cas où on pourrait bien manipuler, où il y aura un peu tous les cas de figure? On va prendre par exemple le cas avec une self, une kappa, une résistance. Ok, là c'est L, R et C. Ok, on va regarder ce que ça fait ça. Comment calculer le Y de 1 d'un truc comme ça? C'est-à-dire que je prends mon truc à ampli-homme, je mets deux cellules comme ça. On va prendre ça. Ok, alors c'est un peu de calcul, mais c'est toujours la même manière. Comment calculer Y de 1? Simplement, on court-circuite la sortie. Ici, on a I2. Ici, on a I1. On a la tension V1 ou U1. Et on calcule I2 sur U1 égale Y de 1. C'est ça qui nous intéresse. Alors, comment calcule-t-on ça? Eh bien, ici, ça c'est court-circuité, c'est mis à la masse. Alors, je vais prendre ce point particulier ici B, et ici j'aurai VB. Ok? Alors, Y de 1, c'est ici, I2, c'est celui qui passe dans R, dans ce sens-là. C'est moins, parce que le I2 va dans ce sens-là, c'est moins VB sur R. Ça, c'est le I2. I2, c'est VB sur R, avec un signe moins à cause du sens. Ok? Et c'est VB. Le I2 qui est là. VB, il est là aussi. Hein. Il est là, VB. Parce que ça, c'est un court-circuit. Comme le courant et la tension sont dans le même sens ici, par convention habituelle, il y a un signe moins. Donc, I2 ici, c'est moins VB sur R. Et là, on multiplie par 1 sur U1, qui est le terme ici. VB, c'est quoi? On a un pont diviseur. On a le diviseur en L ici, et l'autre partie, c'est R et C en parallèle. Donc, ce pont diviseur VB, c'est quoi? C'est U1 fois... Alors, cette partie, alors je vais la noter de manière concise, R en parallèle à C sur L plus R en parallèle à C. Bon, ça c'est symbolique, je veux dire, c'est ces deux-là en parallèle, c'est la tension aux bornes du système C et R en parallèle, divisé par ça, la somme des deux parties. La somme des deux parties, ici c'est L et c'est R parallèle à C. Bon, ça c'est, attention, c'est juste, c'est pas exact, mais c'est l'idée. Donc VB, c'est U1 fois le pont diviseur. On va l'expliciter un peu plus, le pont diviseur. Bon, je vais me dire avec une couleur normale. Le pont diviseur, donc c'est U1 fois, alors R parallèle à C, hein, c'est R
fois 1 sur CP sur R plus 1 sur CP. Et l'autre, L, en fait c'est pas L, c'est LP, plus la même chose. R fois 1 sur CP sur R plus 1 sur CP. Voilà. Ok? Donc, si j'écris VB sur U1, VB sur U1, si je manipule un peu tout ça, donc ça c'est une expression qui me donne ce que le pont diviseur extrait de l'entrée pour le ramener ici. Et là j'ai du VB sur U1, et VB sur U1 ici c'est cette chose-là. Ok? Et Y de 1, c'est VB sur U1, donc VB sur U1 c'est cette chose-là, divisé par R. Donc, si je mélange un peu tout ça, je vais avoir du Y de 1, c'est égal à 1 sur R, avec un signe moins ici, fois toute cette chose-là. Toute cette chose. Alors, je vais multiplier à chaque fois en haut au bas par CP. Donc, ça va faire du R sur RCP plus 1 sur LP facteur plus 1 R sur RCP plus 1. En gros. Enfin, bon, je n'ai pas encore déplié, mais voilà, le Y de 1, c'est directement ça, et je l'ai en fonction simplement de la combinaison qu'il y a ici. Alors, je vais les réécrire, bon, on va replier tout ça, on va remettre tout ça dans l'ordre, et on va se retrouver avec comme résultat, je l'ai ici, noté, Y de 1 égale, alors, Y de 1, c'est moins 1 sur R, facteur de 1 sur 1 plus L sur R, P plus LCP carré. Voilà, ça c'est l'Y de 1 de ce système-là. Hein, bon, donc c'est vraiment, ici, pour le calculer, c'est vraiment un pont diviseur, et je remplace les impédances par leur version complexe, et hop, je range tout ça, et j'obtiens Y de 1. Alors, si je prends deux cellules comme ça, et que je les mets de part et d'autre de l'ampli-hop, je vais me retrouver avec cette fonction de transfert T, qui est moins Y de 1, ici, D sur Y de 1 N, avec les notations que j'ai eues avant. Je vais avoir quelque chose comme ça, sachant que je vais utiliser LD, CD, RD et LN, CN, RN, selon les notations des deux quadripoles que j'avais autour de l'ampli-hop. Je vais me retrouver avec ce rapport-là, et ce rapport-là, ça va me donner quoi? Ça va me donner moins Rn sur Rd, facteur 2. Bon, en fait, des expressions comme ça, l'une sur l'autre. Alors, l'une, ça va être 1 plus ln sur Rn P plus ln Cn P2 sur 1 plus LD RD P plus LD CD P2. Alors pourquoi j'ai utilisé N et D? C'est parce qu'ici je me retrouve avec N numérateur et D dénominateur. Donc la fonction de transfert d'un ampli-hop monté en inverseur avec un circuit RLC de ce genre de chaque côté fournit une fonction de transfert de ce genre. Un simple rapport de deux polynômes avec un coefficient devant. Et là, c'est marrant, ça ressemble à quelque chose ça. Mais on n'aurait pas fait de transformer une ligne cuite avec un réseau RLC là. Parce que c'est exactement ça. Transformer une ligne cuite, c'est exactement cette forme-là. Donc, on s'est dit, comme ça, avec circuit RLC, on allait transformer une ligne cuite. Alors, comment on peut voir si on peut faire ça? On l'associe sous la forme habituelle, la forme canonique de la transformée de ligne cuite, qui est cette forme-là avec mes notations. C'était oméga haut-parleur sur oméga final au carré, facteur du rapport de deux fonctions de transfert. Avec mes notations, ça fait 1 plus P sur QH oméga H plus P carré sur oméga H carré. Oméga H et QH, c'est ce qui correspond au haut-parleur. Et en dessous, donc
ici on compense le dénominateur du système haut-parleur, et ici on le remplace par ce que j'appelle QF qui est final, oméga F plus P carré sur oméga F carré. Mais par analogie, on peut définir le Q et les oméga en fonction des valeurs R, C et R. Alors, si je fais l'association, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais avoir oméga H carré, c'est 1 sur ln Cn. Ensuite, oméga F carré, c'est de l'autre côté, 1 sur LD CD. On va voir le Q, alors du haut-parleur, ce sera Rn sur ln oméga H. Le Q du système final, ce sera RD sur LD oméga F. Okay. Et le rapport entre les deux, oméga ici, qui est en fait le gain du système, se retrouve sous la forme Rn sur Rd égale oméga H carré sur oméga F carré. Voilà. On a pu trouver une transformée de Linkwitz qui n'est pas celle de Linkwitz, qui est une autre transformée de Linkwitz utilisant des circuits RLC. Et on peut faire ce circuit et faire ce qu'on veut, mais à partir d'une toute autre topologie qui fait intervenir RLC. Alors, pour calmer les ardeurs, c'est même pas la peine d'y penser. Pour plusieurs raisons, c'est même pas la peine d'y penser parce que c'est pratiquement impossible à faire et en plus, c'est en pratique impossible à faire pour des raisons différentes. Alors, la première chose pour laquelle c'est quasiment on va dire impossible à faire, c'est qu'il suffit de faire une application numérique pour voir qu'on va se retrouver avec des composants absolument impossibles à trouver. Je vais reprendre l'exemple de Linkwitz sur son site qui, lui, utilise un haut-parleur. Dans le cas de l'exemple, il utilise comme exemple un haut-parleur qui a une fréquence propre de 55 Hz et un coefficient de qualité de 1,21. Et il veut modéliser une enceinte dont la fréquence propre finale est de 19 Hz avec un coefficient de qualité de 0,5. C'est l'amortissement critique. Et non pas Bessel, comme je l'avais dit une fois. Ça, c'est l'application numérique que Linkwitz fait sur son site. Alors, comment on calcule les valeurs de L, R et C avec tout ce système? Alors, bon, la manière la plus simple, c'est il faut fixer un composant. Alors, on fixe par exemple Cn. Si on fixe Cn, on peut après calculer le Ln. Simplement en utilisant ici 1 sur oméga H carré Cn. Ensuite, de ça, on calcule Rn en utilisant le coefficient de qualité qui est QH, oméga H et Ln. Ensuite, de là, on calcule Rd. Rd qui vaut Rn oméga F carré sur oméga H carré. Ensuite, on recule, on revient, on calcule ici, par le même style de truc LD, 1 sur oméga F carré. Non, on utilise l'autre. Ça, c'est pas ça, c'est LD égale, oui, c'est l'expression, c'est RD sur oméga F QF. On utilise en fait cette expression-là dans l'autre sens. Et on utilise l'équivalent de celle-là de l'autre côté ici pour CD, qui est 1 sur LD oméga carré F. Donc, de part en part, on calcule les trois composants d'un côté et les trois composants de l'autre. Alors, une petite application numérique avec ça. Oméga H, c'est 2 pi fois ça, oméga F, c'est 2 pi fois ça, etc. Alors, juste pour rigoler, si je prends un CN de 47 micros,
Le Ln sera de environ 0,178 Henry. Déjà, ça commence mal. La résistance après, ici, sera de 74,5 ohms, à peu près. Ici, on va tomber à une résistance de 8,9 ohms. Ensuite, cette self-là va passer à 0,149 Henry. Et ici, une résistance d'un capaciteur d'environ 470 ou 471 microfarads. On voit bien ça dans le montage, on voit bien des selfs de 180 millihenry dans le montage. On les voit parfaitement. Surtout que ici, les résistances là sont vachement faibles. Alors, si on imaginait faire ça, il y aura forcément une résistance série avec, qui risque d'être bien plus élevée que celle-là et de toute façon donner un système faux. Donc déjà, en pratique, les selfs, c'est même pas la peine d'y compter, les valeurs sont beaucoup trop élevées. Ce serait peut-être faisable si on utilisait la transformée liquide dans le cas d'un tweeter, mais de toute façon, on risque de tomber sur des gros problèmes de taille de composants. Alors ça, c'est le premier problème. Alors, il ne faut pas croire qu'on va s'en sortir si par exemple ici on augmente 470 micros, par exemple. Ici, on va passer à 17,8 millihenry. Ici, on va passer à une résistance de 7 ohm 45. Mais ici, on va se retrouver avec 0,89 ohm. Ici, 14,9 millihenry. Et ici, on va se retrouver avec 4710 micros à peu près. On voit bien que bon, les capas vont être gigantesques, bon, les selfs vont quand même rester grosses, mais alors là, une résistance ici de même pas 1 ohm. Je vois mal une résistance de 14 millihenry avec une résistance série qui sera inférieure à ça dans un schéma avec un ampli op. Je n'imagine même pas le truc. Donc, déjà, la première chose, c'est que les valeurs des composants vont complètement empêcher le système d'être réalisable facilement. Mais il y a aussi un autre problème, c'est que ça, avec cette résistance ici et des valeurs assez élevées, simplement, le problème, c'est que les amplis op vont se retrouver avec des charges à très faible impédance et être complètement muselés par quelque chose qui les court-circuiterait quasiment sortis. Le problème, c'est que ça va être des résistances de quelques dizaines d'ohms et un ampli op, déjà 600 ohms, c'est déjà limite. Mais alors là, avec cette grosse charge ici, l'ampli op ne va pas du tout fonctionner normalement. Et d'ailleurs, avec quelques simulations, on voit tout de suite que ça ne se comporte absolument pas d'une manière correcte. L'ampli op est incapable de piloter un truc comme ça. Les courants sont beaucoup trop élevés parce que les valeurs sont beaucoup trop élevées. Hein. Donc ça, c'est à la fois impossible parce que les composants ont des valeurs complètement délirantes, et en plus, c'est quasiment impossible parce qu'il faudrait un amplificateur de puissance pour pouvoir piloter de tels systèmes. Donc, en pratique, c'est même pas la peine de compter utiliser ça pour faire une transformée de ligne QX. Mais conceptuellement parlant, on peut en faire une à partir de réseaux RLC. Alors on pourrait se dire, et si je faisais dans l'autre sens? Parce que je pourrais très bien essayer d'inverser ça et se retrouver avec un circuit en C, R et L. Alors ici, dans ce cas de figure, je ne vais pas refaire le calcul, dans ce cas de figure, on se retrouve bien avec une expression comme ça, sauf que ce n'est pas Rn et Rd qui font le gain du système, c'est le produit Lc. Hein, on se retrouve avec une expression du style moins Lc ln Cn sur Ld Cd fois la même chose que ça. Donc, ce qui fait le gain du système, ce sont ces deux composants-là, ce n'est pas la résistance. Et comme ça, c'est une structure passe-bas, ça, c'est une structure passe-haut. Dans le cas de la transformée de ligne QX, la partie haute a un gain unitaire. Donc la résistance sera identique pour les deux cellules. Parce qu'en haute fréquence, ça va se comporter comme un court-circuit, ça va se comporter comme un circuit ouvert, et on se retrouvera avec une situation où il n'y aura que les deux résistances ici qui vont être de chaque côté. Donc c'est ça qui va définir le gain du système en haute fréquence, et ces deux résistances doivent être égales. Donc on a déjà une égalité qui nous permet de calculer, c'est que les deux résistances ici doivent être égales. Et en fait, ce qui va définir la résistance, le gain en basse fréquence, c'est plus les résistances qui vont être identiques, mais c'est le rapport des valeurs de ça, c'est-à-dire le produit des deux sur le produit des deux autres. Et c'est ça qui va faire le gain en basse fréquence. Et on se retrouve avec une expression qui est utilisable.
On se retrouve alors avec des valeurs bien délirantes aussi. Hein. J'ai dû les calculer. Alors les valeurs, les condensateurs sont à peu près équivalentes, sauf que la self, une des self, elle passe à 1 Henry passé pour la deuxième cellule. Pour la cellule D, donc la cellule D c'est la première. La première cellule a une self de 1,25 Henry, ce qui est encore pire. Les résistances sont équivalentes à 75 ohms. Si on prend les valeurs sont à peu près équivalentes à celles que j'ai trouvées avant. Il y a juste les self et les kappa du système d'entrée qui varient, qui sont encore plus élevés au niveau de la self. C'est inutilisable. De toute façon, ça ne résout pas le problème de travailler avec une cellule type Pasco de ce genre. Et en pratique, ici, on voit qu'en basse fréquence, là où il y a du gain, ça va se comporter comme un circuit ouvert. Et ça va se comporter comme un court-circuit. Et en fait, ça ne marche que si l'ampli-up est parfait avec un gain infini. Plus on va descendre en fréquence, plus ça va se comporter comme des circuits ouverts, et plus l'amplificateur a besoin de gains pour compenser ça. Et à un moment, si on utilise un ampli-up conventionnel, à un moment, ça va partir complètement en délire et ça ne marchera plus du tout. Parce que l'amplification interne de l'ampli-up va plus compenser les pertes qu'il va y avoir ici. Et en fait, on se retrouve dans ce genre de situation où on a un rapport entre deux circuits qui fonctionnent conjointement pour obtenir un gain, mais sauf qu'on se retrouve avec des signaux tellement atténués que le système actif qui pilote le tout ne peut plus fonctionner. Et c'est ça le problème de ce style de montage. Ici, on se retrouve avec un problème en haute fréquence. En haute fréquence, on se retrouve avec ça qui est court-circuité. Donc on se retrouve avec une entrée au niveau ampli-up, une entrée court-circuitée et une contre-réaction qui est court-circuitée à la masse. Et en fait, la bande passante de l'ampli-up va limiter le truc. Il ne va plus pouvoir fonctionner parce qu'il ne pourra plus fonctionner en fréquence et maintenir un gain unitaire en haute fréquence. Dans cette structure-là, le problème va se retrouver en basse fréquence où c'est le gain de l'ampli en boucle ouverte qui n'est plus suffisant pour compenser la chute de tension et due au fait que ces deux choses-là vont avoir des très fortes impédances. Et ça ne marchera plus à partir d'une certaine fréquence. Et en plus, ça aussi donne en plus une charge extrêmement forte pour les ampli-up. C'est une impédance tellement faible que les ampli-up ne pourraient pas d'éviter assez de courant pour utiliser ça. Prendre un ampli-up normal et simuler ça avec un simulateur Spice quelconque, ça ne marchera pas du tout. Ça donnera n'importe quoi. Alors que si on prend un ampli-up idéal, on obtiendra bien les bonnes courbes. Donc ça c'est vraiment un cas de figure où mathématiquement ça marche, les simulateurs ça a l'air de marcher, mais alors en pratique ça ne marchera absolument pas, il faut oublier. Mais bon, voilà, par exemple, une première topologie foireuse de transformer Linkwitz. Étonnant, non? Et tout ça grâce à une simple liaison qui permet de manipuler les circuits RLC et d'obtenir des expressions assez simples. Il y a assez peu de calcul ici. Et voilà. Donc, on va utiliser ça dans les épisodes suivants avec des vraies topologies qui fonctionnent, différentes méthodes pour choisir qu'est-ce qu'on va mettre dans la boîte au niveau des transformés de Linkwitz pour obtenir des versions qui fonctionnent. Alors, on tombera sur celle de Linkwitz. Et il y en a d'autres qui fonctionnent aussi. Et on verra dans un épisode d'après des autres topologies qui n'utilisent plus, dans ce cas-là, un ampli-up avec des cellules autour, mais par exemple des filtres à variable d'état et des choses comme ça. Mais pour l'instant, pour l'épisode d'après, on va continuer à utiliser un ampli-up et des cellules style quadripôle autour, et on va essayer de trouver des combinaisons, dont celle de Linkwitz, qui fonctionnent et qui sont utilisables. Et on va essayer de trouver les formules pour calculer les composants pour les utiliser. Donc, suite au prochain numéro.